Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Votre émission, Le Grand Jury, a le plaisir de recevoir ce dimanche Madame le Premier ministre. Bonjour. Bonjour, Monsieur Kahn. Merci d'accepter notre invitation. Les femmes sont à l'honneur, Madame le Premier ministre. Qu'évoque pour vous la Journée internationale de la femme ce 8 mars, pour la femme que vous êtes, doublée de Premier ministre? C'est toujours un moment de réflexion puisque c'est juste une journée parmi les 365 jours de l'année. Donc c'est un moment de pause, de réflexion pour voir un peu le chemin parcouru. Un long chemin, il faut dire. On oublie qu'il n'y a pas très longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de travailler sans permission, ne pouvaient pas voyager sans permission. Ce n'est pas il y a très très longtemps. Et maintenant, de voir qu'elles ont fait beaucoup de progrès dans tous les domaines, l'éducation, la vie professionnelle, elles sont de plus en plus audacieuses, elles ont des ambitions. Et c'est une très bonne chose, c'est la marche du progrès, parce que de toute façon, le progrès des femmes, c'est bon pour la société, c'est bon pour les familles, c'est également bon pour les hommes. Donc c'est un moment de réflexion, de satisfaction, mais également, on se rend compte qu'il y a un long chemin qui reste à parcourir, notamment pour les femmes qui vivent dans des conditions plus précaires, dans les zones rurales. Et évidemment, on a une pensée particulière pour elles. C'est également un moment où on pense à ce que sera ou pourrait être l'avenir de nos enfants ou de nos petits-enfants, qu'ils soient de sexe féminin pour l'essentiel ou masculin. Mais en tout cas, c'est fondamentalement voilà, un regard sur le présent et sur l'avenir. Alors, pour le Sénégal, il y a la loi sur la parité en ce qui concerne les fonctions électives ou semi-électives, une loi qui est déjà appliquée à l'Assemblée nationale. On n'a pas tout à fait la parité, mais on n'y est pas loin non plus. Qu'est-ce que vous dites aux femmes? Allez-y, prenez le pouvoir. Oui, je pense qu'elles doivent se considérer comme des citoyennes qui peuvent effectivement exceller là où elles se trouvent, à l'école, dans le commerce, si elles y sont, dans les professions qu'elles exercent, dans la politique aussi. Et je crois, comme je l'ai dit, que c'est une bonne chose pour la société, parce que n'oublions pas qu'elles forment plus de 50% de la population. Et si elles se portent bien, la société se portera mieux. Et les hommes, d'une manière générale, se porteront mieux également. Je crois que c'est dans l'intérêt de la société, de notre économie, que la moitié de la composante nationale fasse des progrès. Ça induit un progrès général pour le pays. Alors, pour vous, ça fait 6 mois, presque 7, que vous êtes Premier ministre du Sénégal. Votre arrivée à la primature a été placée ou est placée toujours sous le signe de l'accélération de la cadence. Au lendemain du groupe consultatif de Paris, avec le plan Sénégal émergent qui a été approuvé par les partenaires techniques et financiers, le président a dit il faut véritablement accélérer la cadence. Quelle compréhension avez-vous de ces propos du président de la République lors du dernier Conseil des ministres? Je dirais que le plan a été plus que validé, il a été quasiment plébiscité puisqu'on a quasiment doublé la recherche de financement. C'est un signe de satisfaction et une volonté d'accompagnement du nouveau leadership incarné par le président de la République. C'est une nouvelle génération, sa génération qui est au pouvoir, et les pas qui ont été avancés, les actes posés jusqu'à présent rassurent la communauté internationale. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut lire le grand succès du groupe consultatif. Et on ne peut que s'en féliciter. Évidemment, maintenant, il va falloir mettre en place, relever le pari de la mise en œuvre. J'insiste sur l'adverbe véritablement. Ben, Et ça ne véritablement, montre pas une insatisfaction du président de la République? non, je crois que ça exprime très clairement son ambition de passer aux actes concrètement. Mais ça suppose, comme il l'a dit d'ailleurs, une mobilisation générale de la société. Le gouvernement, évidemment, doit jouer sa partition, et c'est une partition extrêmement importante, puisque c'est le leadership du pays. Et ensuite, il faut que les administrations soient plus efficaces, soient plus diligentes, que les entreprises voilà,
fassent plus de performances, mais fondamentalement, et j'insiste sur le mot fondamentalement, que les Sénégalais se rendent compte que le défi du développement et de l'émergence, c'est aussi un défi individuel. Je dirais que ça commence par être un défi individuel. Et c'est des actes très très simples. Hein. Je dois commencer mon travail à 8 heures, ben, j'y suis à 8 heures. J'ai une tâche à accomplir, je l'accomplis dans le parfait professionnalisme. Et voilà, ça commence par cela, parce que dans tous les pays qui ont émergé, ce qu'on a remarqué quand vous y allez, c'est un flot continu de travailleurs qui se relaient jour et nuit. La richesse, elle se crée par l'effort et je dois dire même dans la douleur. Évidemment, l'État doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, être exemplaire. Monsieur le Président de la République a voulu, à travers le plan Sénégal émergent, manifester une nouvelle ambition pour nos pays. Parce que vous savez, depuis très longtemps, on était confinés dans le cadre voilà, des programmes de réduction de la pauvreté. Comme il l'a dit, ça ne peut pas être une ambition pour un peuple. L'ambition pour tout peuple du XXIe siècle, c'est d'émerger, c'est d'accéder au développement. On parle même du droit au développement. Pour tout être humain, la technologie est là, le savoir humain est là. Ben, il faut que les leaders des pays comme les nôtres, comme il a eu à le faire, soient suffisamment audacieux, inventifs, pour justement recréer cette dynamique pour l'émergence. Et c'est tout à fait à notre portée. Le Sénégal est connu pour la qualité de ses ressources humaines. On en exporte beaucoup d'ailleurs. Lorsque vous allez dans différentes institutions internationales, vous regardez un peu nos cadres expatriés à l'extérieur, ils sont excellents là où ils sont. Ils viennent du Sénégal. Ils ont grandi au Sénégal. Donc cette expertise, elle est en chacun d'entre nous. Maintenant, il faut la galvaniser, il faut motiver, évidemment, les gens. Il faut également qu'on ait un cadre qui permette l'application des règles pour qu'on émerge. C'est donc un effort véritablement national. Et c'est ça le mot, l'étymologie du mot véritablement dans la compréhension de Monsieur le Président de la République. Vous ne vous sentez pas visé au moment où on parle d'une brouille entre vous et le Président de la République? Quel est l'état de vos relations avec le chef de l'État? Monsieur le Président de la République est la clé de voûte des institutions, c'est ce que l'on dit. C'est véritablement lui qui a été élu par les Sénégalais à 65%. Je suis son Premier ministre. Donc nous entretenons des relations de Président de la République à Premier ministre. C'est mon patron. Et évidemment, dans le cadre du travail, nous avons des relations de patron. Vous savez, dans ce pays, on a beaucoup de nouvelles dont on ignore les fondements. D'ailleurs, je me rappelle qu'on me prêtait pour récemment marié, ce qui a beaucoup fait sourire mon époux. Monsieur le Président de la République lui-même était supposé baptiser il n'y a pas très longtemps. Non, je crois que l'essentiel ici, c'est que l'on puisse intéresser les Sénégalais à justement comment faire émerger notre pays. Et pour cela, je crois qu'il faut essentiellement se concentrer sur ce que fait le gouvernement. Quelle est la stratégie que propose Monsieur le Président de la République et comment le gouvernement dont il m'a confié la direction s'attelle à mettre en œuvre justement ces programmes. Et c'est dans ce cadre-là que nos relations se tissent. Elles sont au beau fixe? Elles sont bonnes, elles sont des relations de travail intenses, justement, puisque Monsieur le Président de la République est très exigeant du point de vue de ce qu'on appelle la delivery. Il veut s'assurer que les programmes marchent, qu'ils sont bien coordonnés, puisque c'est le rôle d'un Premier ministre, que de coordonner, c'est un peu le chef d'orchestre. Il définit la feuille de route et il faut s'assurer que les ministres, individuellement dans leur secteur, performent. Et c'est cela un peu ma tâche, mon rôle, un rôle de coordination, d'impulsion, et je m'y attelle autant que je peux. Cela ne vous dérange pas que le Président de la République demande directement au ministre de lui faire le point des dossiers sans passer par vous en tant que, quand même, quoi que l'on dise, capitaine de l'équipe gouvernementale? Mais justement, c'est cette microscopie de l'analyse de relations tout à fait normales. Le Président de la République a accès directement à chacun de ses ministres. N'oubliez pas que c'est son gouvernement. Quand on parle de clé de voûte des institutions, c'est ce que cela veut dire. Il a la parfaite latitude de s'adresser directement à ses ministres. Et d'ailleurs, ce n'est pas exactement ce que dit sa directive, qu'on retrouve malheureusement
à la une des journaux, c'est évidemment de voir avec Madame le Premier ministre un peu la cohérence de toutes ces actions. C'est cela aussi le président de la République. Il n'est pas seulement dans une position aérienne, il veut s'assurer également qu'il accompagne l'action et c'est excellent, c'est une très très bonne chose. C'est encore plus de motivation pour son Premier ministre et pour ses ministres, bien au contraire. Ce n'est pas une violation des règles de l'administration? Absolument pas. Absolument pas. Je vous conseille de lire un peu justement toute cette doctrine dans tous les pays du monde. Le président de la République ne se crée pas, disons, ce qu'on pourrait appeler des sens interdits, bien au contraire. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a ce qu'on appelle des ministères de souveraineté, où Monsieur le Président de la République, c'est connu, c'est une tradition républicaine partout. En matière de défense, c'est pas pour rien qu'il est le chef suprême des armées. Il définit la politique étrangère, nation, oui. etc. Donc, je crois que c'est vraiment un faux départ. C'est vouloir chercher une aiguille dans une motte de foin. Tout au contraire, ça prouve le dynamisme d'une action. Et je pense que c'est extrêmement motivant, comme son Premier ministre, qu'il soit également impliqué et que l'on puisse impulser tout cela. Parce que les défis sont énormes. C'est ce qu'il faut comprendre. Les défis sont très grands. Nous voulons aller vers une croissance de 7,1%, au-delà même de la moyenne au niveau de l'UMOA. Eh bien, ça suppose qu'on mobilise vraiment l'ensemble des énergies existantes et M. le Président de la République n'est pas en reste. Alors, j'insiste quand même sur l'état de vos relations, Madame le Premier ministre. Il se trouve que ce n'est pas qu'une simple vue de l'esprit, cette bruit supposé ou réel, puisque les attaques viennent même de votre camp politique. Des responsables de votre parti, l'APR, n'ont pas hésité à vous accuser de vouloir entretenir une dualité au sommet de l'État. Mais vous les avez entendus? Mais bien sûr. Vous savez que c'est un Qu'est-ce que vieux vous débat. en dites? Vous pensez que ce débat est un débat nouveau au Sénégal? Vous le pensez? C'est un débat qui existe depuis que le poste de président de la République existe et le poste de Premier ministre. Ça fait fantasmer beaucoup, ça fait écrire beaucoup d'articles, ça vous fait vendre également. C'est un débat qui est vieux, un peu comme nos institutions. Mais il ne s'agit pas de cela. Et encore une fois, comme je le dis, ce qui est important, c'est est-ce que ces relations sont productives pour le pays. Et je pense que beaucoup de choses ont été faites, je pense qu'il faut le rappeler. Sous son impulsion, c'est le gouvernement de Monsieur le Président de la République, avec un Premier ministre qu'il nomme, à qui il fait confiance, et qu'il nomme par décret. Le Premier ministre n'est pas d'essence populaire. On n'est pas comme en Grande-Bretagne. Donc il faut bien le comprendre et ne pas souvent justement mélanger les choses. Mais je crois qu'on est dans une bonne dynamique où on a un président de la République qui est jeune, et qui est intelligent, qui veut impulser et qui également, justement, nous tous nous galvanise le Premier ministre, peut parler à ses ministres. Et je crois que c'est ce que les Sénégalais attendent, que toute cette équipe, ensemble, le Premier ministre, le Président lui-même, puisse s'attaquer résolument à résoudre les problèmes. Et avec l'ambition qu'on a, vous avez parlé de Sénégal émergent, un taux de croissance de 7,1%, je crois que c'est une bonne chose qu'on ait un président qui puisse lui-même, justement, mettre également la main à la pâte. N'oubliez pas que c'est un Premier ministre, d'abord, un ancien Premier ministre, un ancien ministre, et je crois que toute cette expérience, je peux en bénéficier. D'ailleurs, il a été à ce poste avant moi, et je crois que c'est de la plus-value, et une grosse plus-value pour le gouvernement et pour les Sénégalais d'une manière générale. En vous entendant, ce n'est pas vous qui mettriez une lettre de démission dans la poche? Et pourquoi je le ferais? Je crois que je suis tout à fait motivé, galvanisé pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que n'oubliez pas que c'est une grosse aventure qu'on a démarrée il y a juste 2 ans. Lorsqu'on demandait les suffrages des Sénégalais, nous avions de grandes ambitions. Ils nous ont fait confiance. Et c'est le moment justement j'aime bien ce mot, de performer, ce n'est pas un bon français, mais de nous atteler à justement réaliser ces promesses. La communauté internationale nous a fait confiance. Maintenant, je pense que nous disposons, nous tous, l'équipe gouvernementale, les Sénégalais eux-mêmes, je pense que nous avons les ressorts pour le faire.
Des pays qui étaient moins chanceux que nous y sont arrivés. Je vous rappelle que dans les années 70, si vous regardez un peu la Corée du Sud bien sûr, leurs indicateurs étaient quasiment les mêmes que les nôtres. Et aujourd'hui, c'est une nation développée. Ce n'est pas impossible pour nous. Il suffit qu'on y croie et il suffit qu'on travaille. Mais surtout, il faut qu'on s'attelle à l'essentiel et qu'on ne se laisse pas divertir. Alors, Madame Aminata Touré, Premier ministre du Sénégal et l'invité du grand jury de la RFM, le plan Sénégal émergent, je vois que vous voulez que nous en parlions, mais allons-y, un taux de 7%, là où il y a des pays africains qui ont aujourd'hui un taux de croissance à 2 chiffres. C'est pourquoi certains économistes sénégalais et même certains responsables de la classe politique sénégalaise n'hésitent pas à parler de manque d'ambition de votre part. Lorsque vous multipliez un taux de croissance, vous trouvez que c'est une ambition dans un délai relativement court? Je ne le pense pas. Je pense qu'au contraire, c'est un grand défi de passer justement de 4,2 à 7 dans cette amplitude de temps relativement courte. Bien au contraire, je crois que c'est une grande ambition. Et nous comptons y arriver. Parce que ça ne sert à rien d'afficher des taux 10%, c'est très bien. Mais je crois que 7%, 7,1%, c'est déjà pas mal. 2017, c'est à une encablure. Je pense que c'est tout à fait réaliste. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a différentes réformes à entreprendre. Parmi ces réformes, la réforme de notre environnement des affaires. Nous devons faire des progrès pour que justement nos procédures administratives soient plus diligentes et plus efficaces, que notre justice soit plus rapide, je devrais dire, surtout notre justice commerciale. Si on se compare au Ghana, on fait le double du temps en matière de procédure, mais nous venons de réformer le code de procédure civile qui va permettre d'accélérer justement le contentieux commercial. Nous sommes en train d'informatiser beaucoup de procédures qui intéressent les investisseurs. Le permis de construire va être informatisé, il va bientôt être lancé. On a déjà un guichet unique. Les procédures douanières sont elles-mêmes informatisées. Nous allons informatiser également les déclarations d'impôts. Et tout cela va davantage rendre notre pays encore plus attractif pour l'investissement. Mais ça, il faut qu'on le fasse. Il faut également, évidemment, l'environnement des affaires, avoir une bonne gouvernance, donc la lutte contre la corruption, etc. Avoir de bonnes ressources humaines. Et dans le cadre de Sénégal émergent, il y a tout un volet relatif à la formation, notamment la formation professionnelle, parce que nos formations sont des formations de généralistes. Nous l'avons certainement hérité un peu du système français, et nous voulons rééquilibrer. Il y a toute une politique de développement des lycées professionnels, que nos élèves, nos enfants puissent être formés en CAP, BEP, Bac+2, parce que dans des secteurs, il y a beaucoup de secteurs où aujourd'hui, on a un manque de main-d'œuvre important, où on n'arrive pas à trouver les professionnels qu'on souhaite. Et de ce point de vue-là, il est important que nous nous dotions des ressources humaines techniques et professionnelles importantes. Donc tout cela procède aux réformes. Et c'est également beaucoup de courage. Mais la réforme, c'est également la réforme de nos perceptions. C'est pour cela que nous allons aller vers une conférence sociale. Ça également, c'est certainement un héritage français. Nous avons une culture très dynamique de contestation, de revendication. J'ai moi-même été syndicaliste à mon heure. Mais je pense qu'il est important qu'on puisse s'asseoir sur la base d'un dialogue social apaisé pour établir des trêves au niveau des secteurs névralgiques, que ce soit la santé, l'éducation, une trêve avec les syndicats pour qu'on puisse justement rendre notre pays paisible, parce que la production et l'accélération de la production ne peut se faire que dans un environnement un pacte social apaisé, que vous recherchez, tout à fait, mais dans un contexte d'agitation, comme vous le savez, des grèves dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, à l'université, il y a des étudiants qui n'ont même pas connu de vacances. Oui, bon, ça c'est un héritage. On fait une année scolaire presque pleine, jusqu'à présent, pas de vacances. Ben oui, parce qu'il faut rattraper, justement. C'est comme le développement. Lorsque vous avez du retard, si vous voulez accélérer, il faut aller vite. C'est vrai que c'est une tradition, un peu comme je l'ai décrite tout à l'heure. C'est ce qu'il faut changer.
Et je pense qu'on peut le faire. Il y avait à l'époque le concept de la participation responsable, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, un dialogue social responsable, où l'État, évidemment, s'engagerait sur ce qu'il peut faire, parce que nous avons aussi des ressources limitées, c'est ce que nous oublions de dire. Nous faisons partie quand même des pays les plus démunis de la planète. Donc il faut que l'État le sache et qu'il procède à une allocation équitable de son budget. Au moment où nous parlons, 40% des recettes de l'État sont des recettes de fonctionnement. Et l'État, c'est à peu près, disons, 120, 125 000 Sénégalais. Nous sommes quand même à peu près 14 millions. Donc nous avons 40% de notre budget qui ne concerne que 120 000 Sénégalais. Vous voyez bien qu'il y a une question un peu d'équité sociale. Donc il va falloir qu'on s'asseye et qu'on soit responsable et raisonnable pour qu'on puisse avoir des accords qui nous permettent de stabiliser les différents secteurs. L'éducation, c'est fondamental. Si vous n'avez pas de bonnes ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, il est difficile d'avoir des industries de pointe. Quand vous regardez les projets structurants de Sénégal émergent, vous avez beaucoup de projets qui demandent une main-d'œuvre qualifiée, pointue. On veut faire du Sénégal, de Dakar notamment, un hub de connaissances, c'est-à-dire un centre de connaissances. On parle de Dakar Medical Center, où on aurait vraiment des industries médicales de pointe. Mais tout cela, ça demande du personnel formé. Et vous ne pouvez pas l'avoir si vous êtes dans des cycles récurrents de grève. Il va falloir s'asseoir avec les syndicats, voilà, les organisations d'étudiants et l'État, voilà, de manière tout à fait responsable, voilà, s'engagerait dans des négociations qui permettraient de stabiliser les secteurs. Il en est de même pour la santé et les autres secteurs névralgiques. C'est ça tout l'esprit de cette conférence sociale qui va bientôt se dérouler. Alors, quand on regarde un peu les secteurs clés qui ont été ciblés par le Sénégal émergent, au nombre de 6, les secteurs prioritaires, on a devant les infrastructures et les services de transport, devant l'agriculture, par exemple. Certains n'ont pas manqué de dire, mais vous êtes en train de poursuivre la même politique que l'ancien régime qui avait mis beaucoup l'accent sur les infrastructures au détriment de l'agriculture ou en tout cas de certains secteurs sociaux de base. Qu'est-ce que vous répondez? Je vous invite à lire le document Sénégal émergent en détail, parce qu'il est assez gros. Il faudrait bien le lire. Je l'ai lu. Je pense qu'il y a une répartition équilibrée en termes de priorité. L'agriculture, c'est le secteur numéro 1 en termes d'impulsion de la croissance. Et c'est également le secteur qui est capable d'absorber voilà, un nombre important de chômeurs. Et la marge de progression est très très élevée puisqu'on a une agriculture assez traditionnelle et très rapidement on peut augmenter les rendements. Mais donc, dans la répartition des financements, l'agriculture vient en deuxième position après les infrastructures. Parce que les infrastructures coûtent plus cher, M. Khan. Tout ça c'est aussi simple. Il est plus cher de faire 1 kilomètre d'autoroute que d'aménager 1 hectare dans la vallée. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Les autoroutes c'est important. Parce que si vous ne désenclavez pas votre pays, si aujourd'hui nous n'avons pas un bon réseau Dakar-Bamako, notre port ne sera pas compétitif. À ce moment, les Maliens, qui sont en train d'ailleurs de développer leur système d'autoroute et de rails pour rejoindre le port d'Abidjan, nous deviendrons moins compétitifs comparés au port d'Abidjan. Et on s'isolerait davantage dans la sous-région. Et donc, il y a une relation directe entre les infrastructures et le taux de croissance, sans compter que c'est également des secteurs qui absorbent de la main-d'œuvre. Lorsque vous construisez une autoroute, vous produisez évidemment des emplois et vous générez des ressources. Donc je crois qu'il faut le voir d'une manière intégrée. Tous ces projets s'intègrent. Ce n'est pas qu'on ait privilégié les infrastructures au détriment d'un autre. Non, on a besoin de tout mettre ensemble pour avoir justement cette croissance dont je parle. Quand vous reprenez le projet du tramway, la ligne Dakar-Bamako, et même l'aéroport Blaise Diagne de Diass, c'est quand même des projets laissés par l'ancien président Abdoulaye Wade. Commencer, il faut les continuer. Nous n'avons pas dit qu'il fallait tout jeter aux orties. Non, pas du tout. Vous savez, c'est bien pour ça que M. le Président de la République expliquait que PSE ira au-delà de son mandat. Comme il expliquait, après 2022, ce sera une autre époque, mais PSE ne sera pas fini. C'est ce qui fait la grandeur d'ailleurs de beaucoup de pays émergents. Vous allez en Malaisie,
ils avaient un plan sur 30 ans. Et quelles que soient justement les équipes gouvernementales qui étaient en place, le plan, il continuait. C'est comme ça qu'il faut percevoir notre pays. Et ne pas en voir une gestion particulière. Parce que le peuple sénégalais, lui, il reste le même. Mais si on a aujourd'hui un plan qui réfléchit et qui regarde au-delà des mandats présidentiels et qui ne tient compte que de l'intérêt du pays en termes de croissance, parce qu'en réalité, en matière de développement, il y a des constantes. On n'a pas vu un pays se développer et émerger sans infrastructure de base. On n'a pas vu un pays émerger sans un système de santé, sans une population éduquée, sans que cette population ne puisse se nourrir. C'est des constantes partout dans le monde. Donc nous n'inventons rien, mais nous réaffirmons une ambition. Nous sommes de plus en plus plus audacieux parce que nous pensons que nous en sommes capables. C'est comme ça qu'il faut voir le développement. Ce sont des efforts cumulés. C'est pas de dire, avant le président Macky Sall, les projets n'étaient pas pertinents, vous les reprenez. Non, c'est un effet cumulatif, il faut le comprendre. Mais la différence fondamentale, parce qu'il y a une différence, c'est qu'il y a un rééquilibrage des investissements dans les différents secteurs. Faire que de l'infrastructure ne produit pas de croissance. Vous avez besoin des infrastructures pour développer également vos autres secteurs de l'économie. Si aujourd'hui on parle du chemin de fer Dakar-Kédougou, il y a un embranchement vers la Falémé, parce qu'on veut développer les mines de la Falémé, qui évidemment vont avoir une valeur ajoutée et augmenter notre production nationale. Vous voyez le lien direct, parce que si vous n'avez pas cet embranchement, comment vous allez comment vous allez acheminer les mines? Mais ce n'est pas seulement cela, c'est un projet intégré, rails, mines et ports minéraliers. Parce qu'une fois que vous l'aurez posé sur les rails, il faudra bien le faire transporter sur les mines. C'est bien comme ça qu'il faut concevoir les projets, comme étant intégrés, parce que des infrastructures toutes seules n'ont pas beaucoup de sens, sauf de satisfaire l'ego de celui qui les construit. Il faut qu'on leur donne un sens économique et que leur contribution soit avérée à la croissance. Et c'est le cas de tous ces projets structurants qui ont été sélectionnés. Sur l'agriculture, le président de la République, candidat d'abord et puis élu à la tête du pays, avait promis que la plupart des emplois qu'il compte créer, au nombre de 500 000 pendant son mandat pour 7 ans, c'est vrai, il accepte de faire un quinquennat, que le plus gros de ces emplois va venir de l'agriculture. Où en êtes-vous sur la création de ces emplois? On est loin des 500 000 emplois. Parce qu'on a fait moins de 2 ans, M. Kane. Parce que c'est ce qu'on a tendance à oublier. Et j'aimerais d'ailleurs qu'on compare... Il vous reste 3 ans. Oui, justement, c'est là où l'accélération a tout son sens. Mais j'aimerais qu'on compare nos 2 premières années aux 2 premières années des autres présidents. Et on se rendrait compte qu'on a beaucoup fait en 24 mois. Moins de 24 mois d'ailleurs. Aujourd'hui, si vous regardez en termes de création d'emplois, il y a eu des efforts importants qui ont été faits. Et ces emplois ont été essentiellement d'ailleurs créés par l'État. Et ce n'est pas de ça que nous parlons. L'État, bien sûr, a un rôle d'impulsion, mais sa capacité intrinsèque en termes de création d'emplois est limitée. Mais néanmoins, rien que cette année, nous parlons de 15 000 emplois créés par l'État. C'est le secteur privé qui a vocation à créer massivement. En 2013, déjà 15 000 ou à créer en 2014? Non, 15 000 en 2013. En 2013, je vous rappelle qu'on a créé 10 000 emplois avec l'agence de sécurité de proximité. Ouais. La fonction publique a recruté pour 5 000. Je ne compte pas maintenant tout ce qui a été recruté par le secteur privé. Donc cette comptabilité, je vous la donne comme ça de tête, mais au moins pour l'État, ça c'est clair et c'est constaté par tout le monde. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans l'impulsion que le secteur privé peut donner à travers les différents secteurs économiques. Et en effet, l'agriculture est le secteur le mieux porteur de progrès. Alors, je voudrais par exemple souligner quelques exemples. Nous avons lancé récemment le programme de promotion de l'agrobusiness dans la vallée. Nous sommes accompagnés par beaucoup de nos partenaires. Et l'ambition, justement, dans la vallée, avec l'aménagement des terres, c'est de pouvoir impulser un niveau de productivité plus élevé dans l'agriculture. Nous avons le projet du Millennium Challenge Account qui a pour objectif, d'ici l'année prochaine, de mettre à disposition, en réhabilitant certaines surfaces qui étaient gagnées par la mer et en aménageant de nouveaux espaces, mis ensemble, on parle de 60 000 hectares. C'est énorme. Et voilà, ces niches
de production d'emplois que nous souhaitons justement promouvoir avec le secteur privé, mais également avec les jeunes. Je vous parlerai par exemple des domaines agricoles communautaires qui sont en train d'être lancés avec la participation des jeunes. Et c'est comme ça que ces emplois vont se créer. Et la promesse des 500 000 emplois tient toujours? Mais vous-même, vous êtes corrigé tout à l'heure, c'est 300 000, parce que c'était 500 000 sur 7 ans. On est venu à 5 ans, et lorsque vous faites mais si vous faites la péréquation, ça vous donne 300 000. Et je pense qu'on est dans une bonne dynamique. 15 000 sur 300 000, ça reste quand même beaucoup à créer. Hein. Ah non, parce qu'on n'a justement pas démarré. Ben, il faut qu'on s'entende bien. Les 15 000 sont les 15 000 emplois créés par l'État. Et je vous ai dit que l'État, en fait, ne fait qu'impulser. Le secteur privé lui-même, à travers ces différents projets que nous avons décrits, parce qu'une politique, ce sont des étapes, M. Khan, vous convenez avec moi. Vous mettez en place votre plan, vous mobilisez les ressources et vous galvanisez les entreprises et à ce moment-là, elles démarrent. Nous allons avoir, par exemple, le projet Zircon qui va démarrer très rapidement dans la zone de Kébémer, etc., qui également va fournir des emplois. Ce sont donc ces différents projets mis ensemble qui ont été évalués du point de vue de leur coût, de leur capacité à produire des emplois, qui nous amèneront vers cet objectif-là. Ce n'est pas un objectif facile, ça je vous le concède, mais nous y mettons toute la détermination et les partenaires trouvent que cela est tout à fait possible puisqu'elles nous ont accordé leur confiance. Une dernière question sur le plan Sénégal émergent. Madame le Premier ministre, invité du grand jury de la RFM. 3 729 milliards, c'est le montant des engagements financiers nouveaux des partenaires financiers du Sénégal. 1 000 milliards sont des dons, mais il y a quand même que près de 3 000 milliards, ce sera sous forme de prêts concessionnels. Certains, justement, sonnent l'alerte par rapport au risque d'endettement du Sénégal. Que répondez-vous, surtout que vous aviez beaucoup critiqué l'ancien régime d'avoir surendetté le Sénégal autour de 3 000 milliards de francs CFA? Vous savez, l'endettement, ce n'est pas un défaut, c'est un mécanisme économique. L'endettement, ce n'est pas ça le problème, c'est la capacité d'endettement qu'il faut étudier. Et nous sommes parfaitement dans des ratios tout à fait acceptables pour le Sénégal. Parce que sinon, vous savez, la Banque mondiale et le FMI, en termes de capacité d'endettement, ils savent analyser, ils savent y faire. Si eux-mêmes savaient que le Sénégal dépassait sa capacité d'endettement, ils ne se seraient pas engagés. Nous sommes dans des ratios tout à fait normaux parce que notre capacité d'endettement est saine. C'est comme quand vous allez à la banque. Beaucoup de Sénégalais ont acheté leur maison en prenant des prêts. Ce n'est pas un défaut. Le défaut, c'est justement de prendre un prêt que vous ne pouvez pas payer parce que vous êtes surendetté. C'est ça les termes du débat, hein, parce que souvent on fait des raccourcis. Non, je pense que nous sommes tout à fait capables de rembourser ces dettes. Nous sommes de bons payeurs jusqu'à présent. Et justement, c'est avec cette impulsion d'une croissance de 7,1% que vous avez plus de recettes fiscales et que vous payez vos dettes. Et tout cela tient parfaitement dans notre cadrage macroéconomique qui a été également validé par nos partenaires. Et je crois que c'est ça le sens un peu de la consultation de Paris. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la balle est dans notre camp. Oui. Capacité d'endettement, mais capacité aussi d'absorption, justement. C'est le gros défi. Absolument. Et ça, j'en conviens avec vous, parce que il faut le reconnaître, nous avons une capacité de dépense de l'argent qu'on nous alloue assez faible, et c'est là où tout l'esprit de la productivité de l'administration est en jeu. Il va falloir qu'on soit plus efficace et qu'on invente peut-être des mécanismes originaux. Pourquoi ne pas sous-contractualiser certaines activités de l'administration? Nous savons que, par exemple, en matière de rédaction de projets, parce que lorsque vous avez ces montants, il faut ensuite rédiger un projet avec des indicateurs, etc., qu'on pourrait peut-être voir comment le sous-contractualiser avec des agences privées qui sont là pour gagner du temps, par exemple. Hein? Ça, ce sont des exemples. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous que l'enjeu, ça va être de dépenser et de bien dépenser cela. Et ça nous amène à parler de la réforme de l'administration, d'avoir des contrats de performance qui ont commencé, et surtout d'avoir ce qu'on a appelé des budgets programmes. C'est-à-dire que lorsque les ministères présenteront leur budget, que ce ne soit pas sur des activités ponctuelles, mais sur des programmes cohérents avec des indicateurs. Et pour cela, d'ailleurs, nous avons lancé récemment un comité de suivi
de la dépense publique pour nous assurer que nos budgets sont dépensés et bien dépensés à temps, évidemment à travers des procédures tout à fait performantes. Mais c'est une bonne question que vous posez. Et ce défi-là, nous allons le relever en étant également très ouvert du point de vue des perspectives, sous-contractualisé. Ça va également injecter d'ailleurs plus de ressources dans l'économie, avoir des contrats de performance et également il va falloir que les fonctionnaires soient plus productifs. Le 25 mars prochain, le président Macky Sall va boucler ses 2 premières années à la tête du pays. Il sera presque à mi-mandat. Son prédécesseur, comme faisant son bilan dernièrement, Maître Abdoulaye Wade, a soutenu que le Sénégal, les choses ne fonctionnent à l'envers plutôt actuellement avec le régime du président Macky Sall. L'ancien Premier ministre Idrissa Seck et leader de Rewmi avait dit l'année dernière Rewmi doxul, le pays ne marche pas. Que répondez-vous en tant que Premier ministre du président Macky Sall? Oui, vous savez, lorsque vous êtes dans l'opposition, c'est clair que vous avez un peu mal aux dents s'il faut plébisciter le régime en place. Donc ça, on est dans le fonctionnement normal d'une démocratie. Mais ce qui marche à l'endroit, c'est quand même une gouvernance et une bonne gouvernance qui s'affirme de plus en plus. Avec justement la reddition des comptes. On a mis en place l'OFNAC pour lutter contre la corruption et promouvoir la transparence. On a aujourd'hui une loi sur la déclaration de patrimoine. Tout cela n'existait pas du temps de l'ancien président de la République. Ça, j'appelle ça mettre les choses à l'endroit. Ça évitera justement d'avoir des surprises comme celles que certains dirigeants ont connues. Et ça, c'est tout à fait clair. Et je crois que, également, encore une fois, ça a été salué par la communauté internationale, que de voir qu'aujourd'hui, nous faisons des progrès en matière de bonne gouvernance. C'est toujours, évidemment, tout est toujours perfectible, mais cette volonté désormais de nous inscrire dans une gouvernance où la reddition des comptes, le contrôle des comptes, serait un acquis, je pense, nous est reconnu par tout le monde. Pour le président Wade, c'est un acharnement plutôt qu'on note sur ses anciens collaborateurs. Il a parlé d'une liste de 25 personnalités de l'ancien régime, dont son fils Karim Wade, qui sont emprisonnés. Il parle de violation de l'état de droit. Oui, bon, vous savez, si vous regardez pour être objectif, l'indice Mo Ibrahim, on ne va pas soupçonner une institution reconnue mondialement d'avoir un parti pris particulier. Eh bien, on nous a félicités et nous avons fait de grands progrès dans justement le classement. Vous regardez Transparency International, qui est une organisation également qu'on ne pourrait pas soupçonner de parti pris, elle a noté les efforts très importants en 2 ans dans la lutte contre la corruption dans notre pays. Ça, ce sont des appréciations tout à fait indépendantes. Mais évidemment, lorsque vous avez géré et que le moment de rendre des comptes arrive, voilà ce qui se passe. Et également, certainement, si vous n'avez pas pris les précautions qu'il fallait, c'est-à-dire ne pas nécessairement mettre votre famille au centre des affaires de l'État, souvent c'est un peu trop tard pour avoir des regrets. Mais en tout cas, l'appréciation d'institutions tout à fait indépendantes nous confirme et réconforte la volonté de Monsieur le Président de la République d'instaurer la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption comme une démarche essentielle. Il est attendu de votre régime aussi des réformes institutionnelles. La Commission nationale de réforme des institutions a récemment déposé son rapport entre les mains du chef de l'État avec un projet ou un avant-projet de constitution. Beaucoup de polémiques. Quelle est aujourd'hui l'option du gouvernement? Va-t-on vers une nouvelle constitution, la tenue d'un référendum? C'est peut-être prématuré de poser ces questions. Je voudrais peut-être rappeler un peu la démarche. Monsieur le Président de la République avait saisi le président Amadou Mahtar Mbow pour qu'il réfléchisse sur une réforme des institutions, parce que c'est une conviction de Monsieur le Président de la République qu'il faut aller vers des institutions plus démocratiques pour davantage renforcer notre système démocratique. Monsieur Mbow s'est entouré d'une équipe
d'experts, de personnalités reconnues, et a produit un rapport et s'est proposé de faire un projet de constitution qu'il a remis à Monsieur le Président de la République, qui étudiera le rapport et qui prendra les dispositions qu'il jugera conformes à ses convictions. Il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Mais vous êtes une personnalité politique aussi. Est-ce que vous êtes en phase avec des responsables de votre parti qui disent que la CNRI a outrepassé ses prérogatives? On ne lui a jamais demandé un projet de constitution. Quelle est votre opinion, vous? Oui, mais l'APR est un parti très démocratique et très libre, où la liberté de parole est consacrée. J'ai une position qui est plus modérée. Je pense que le groupe a fait un bon travail. C'est un comité de gens extrêmement respectables qui ont travaillé pour leur pays, qui ont soumis leurs réflexions à Monsieur le Président de la République, qui dispose du suffrage universel. Je rappelle qu'il a été élu par 65% de nos concitoyens. Il étudiera justement ce rapport et prendra les dispositions. Il n'a d'ailleurs pas attendu le rapport pour annoncer une réforme qui est fondamentale. C'est quand même unique et je ne connais pas beaucoup d'exemples de par le monde où quelqu'un d'élu sur un mandat de 7 ans décide unilatéralement de raccourcir son mandat. C'est quand même pas courant. Mais sa conception, c'est qu'on est dans une ère moderne où, évidemment, ce qui se fait aujourd'hui, ce sont des mandats plus courts, plus condensés, où il faut justement beaucoup d'énergie pour atteindre les objectifs. Mais fondamentalement, il estime que 10 ans comme président de la République, c'est le temps suffisant qu'il faut. S'il a un second mandat. Oui, et je reste convaincu, je suis convaincu qu'il l'aura. Il est déjà candidat à sa propre succession. Oui, absolument, puisque tous ces projets-là... Ça ne va pas empêcher les Sénégalais de travailler? Non, du tout, au contraire, parce que justement, si vous voulez, Monsieur le Président de la République nous dit, vous savez, il nous faut travailler pour mériter la confiance des Sénégalais. C'est une conviction, je crois, de tout le monde. Il va falloir, comme je dis, galvaniser et encore une fois accélérer la cadence, parce que c'est véritablement ça le sens. Nous avons un grand retard à rattraper. Les pays africains, pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'évoquer ici, nous n'avons pas toujours été dans un système économique international équitable pour nous. Nous n'avons pas eu les meilleures décisions économiques nous-mêmes. Nous n'avons pas nécessairement géré au mieux nos ressources. Mais aujourd'hui, nous avons le potentiel pour rattraper ce retard et accélérer. C'est ce qui s'est passé dans des pays comme l'Inde, comme le Brésil, comme le Vietnam. C'est tout à fait à notre portée et j'en ai la forte conviction. Des questions beaucoup plus politiques, bien sûr, mais est-ce que vous êtes pour que le président de la République démissionne de la présidence de l'APR pour se concentrer justement plus sur la patrie que sur le parti? Je crois qu'il peut parfaitement faire les deux. Parce que, vous savez, il faut lire notre histoire aussi. C'est bien d'avoir un schéma qui, d'une manière théorique, paraît attrayant, mais il faut qu'il soit opérationnel. Moi, je pense qu'un président de la République a besoin également d'une bonne assise politique pour expliquer, faire relayer ses messages. Et pour ça, il a son instrument, c'est son parti. Surtout s'il veut se faire réélire. Qu'est-ce qu'il utiliserait comme instrument de mobilisation politique s'il veut se faire réélire? S'il veut justement que son message de gouvernement passe au niveau des populations. L'instrument dont il dispose, c'est le parti. Je pense que ce qu'il faut recommander, c'est justement une séparation entre les affaires de l'État et les affaires du parti. Et je crois que ça, le Sénégal l'a dépassé. Nous n'avons jamais été réellement un parti-État, même loin il y a très longtemps. Et de ce point de vue-là, je crois que c'est tout à fait faisable et tout à fait gérable. Mais est-ce que ces scènes de violence, justement, qu'on note au sein de l'APR, qui est le parti présidentiel, ne signifient pas que nous sommes loin de cette rupture des choses entre le parti et l'État? Est-ce que ce n'est pas des comportements de parti-État? Je fais allusion aux scènes de violence qui accompagnent un peu ces missions de supervision au sein de l'APR. Qu'il faut regretter, je dis tout de suite.
Je le Pas seulement regrette. peut-être prendre des sanctions, non? Oui, non, mais C'est je le envisagé? regrette, Oui. je le regrette fortement. Hmm. Et Monsieur le Président de la République prendra les dispositions qu'il faudra en tant que président de l'APR. Mais il faut rappeler que notre histoire politique est quand même une histoire de violence, hein, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que ça également, il ne faut pas qu'on fasse comme si on découvrait la violence. Je ne la justifie pas et il faut la combattre. D'ailleurs, les Sénégalais nous attendent ailleurs. Ils ne nous attendent pas dans des scènes. Ces querelles n'intéressent personne que nous autres. Elles n'intéressent pas les Sénégalais et j'en ai la forte conviction. Il faut y mettre un terme pour que vraiment on se mobilise vers l'essentiel. Pour moi, la vocation d'un parti politique, c'est de soutenir l'action du gouvernement, c'est de l'expliquer aux populations, c'est de l'étendre au niveau des collectivités locales où les élections se passent. Et tout cela devrait concourir à améliorer la situation générale de notre pays. C'est comme ça que je conçois un parti politique. Mais au Sénégal, il y a une tradition qui est bien ancrée depuis Senghor, Lamine Gueye, bon, les différentes tendances voilà, des différents partis, le PDS, etc. Mais je pense qu'il faut y mettre fin. Est-ce que Alors, des et pour sanctions seront prises à l'encontre des responsables qui sont illustrés justement dans ces batailles rangées? On a même parlé de coups de feu qui ont été tirés. Oui, mais bon, Monsieur le Président de la République, qui est le président de l'APR, justement, prendra les décisions qu'il faut. Ça, Des sanctions? c'est le président. Ne me mettez pas Vous êtes prudente? des mots à sa place. Il fera ce qu'il faudra faire. Mais, que je le dis encore une fois, c'est tout à fait regrettable. Et les Sénégalais ne nous attendent pas là-bas. Ceci étant dit, ce n'est pas représentatif de l'ensemble de l'APR non plus. Hein. Ça également, il ne faut pas qu'on ait des raccourcis. L'APR est un parti de jeunes, il faut le savoir. Un parti jeune, un parti dynamique, avec beaucoup de nos militants qui n'ont peut-être pas aussi une expérience de formation. Et c'est un peu cette dynamique-là qui s'exprime, parfois de manière violente. Il faut le regretter, mais ce n'est pas une première. Il faut plus d'éducation, de formation des militants, pour encourager d'ailleurs d'autres à rejoindre la politique. Il ne faut pas que cela décourage ceux qui ne font pas de politique, parce que la politique, ce n'est rien d'autre que s'intéresser aux affaires publiques et justement d'apporter les changements en fonction de sa vision politique des choses. Donc il faudrait qu'on la réhabilite, que ce soit des espaces de discussion, de concertation et de compétition, parce que ça également, il ne faut pas l'oublier, mais de compétition saine, avec des règles que tout le monde respecterait. C'est un processus et je suis sûr qu'on y arrivera. Toute cette agitation, Madame le Premier ministre, est en vue des élections locales prochaines. Et elles se tiendront le 29 juin prochain. C'est le souhait du gouvernement, c'est le souhait de Monsieur le Président de la République. Mais comme vous savez, la Commission est en discussion. Pour ce qui concerne l'APR, le parti auquel j'appartiens, nous souhaitons effectivement que les élections se tiennent au mois de juin. Mais nous ne sommes pas seuls, parce qu'il faut justement qu'il y ait un consensus pour pouvoir y arriver, puisqu'il y a eu entre-temps la réforme, l'acte 3 de la décentralisation. Mais les discussions se mènent, elles ne sont pas faciles, et j'espère qu'elles aboutiront à un consensus, parce qu'on préfère y aller sur la base d'un consensus. On parle de vous comme candidate à la mairie de Dakar. Vous le confirmez? Vous êtes candidate? On en parlera au moment venu. En tout cas, je suis à Grand-Yoff, où j'étais conseiller municipal Oui. En 2001. Et c'est là où voilà, je m'active. Et comme je l'ai dit, la politique, c'est cela. Hein, c'est travailler avec les populations à la base, concevoir des projets, des programmes, avoir l'ambition de changer le cadre de vie des populations, mais tout cela dans une compétition saine. Oui. Dans laquelle vous aurez comme adversaire le maire de Dakar, justement, Khalifa Sall, oui, qui milite aussi à Grand-Yoff. Vous êtes prête à l'affronter? Vous savez, c'est une compétition, comme je l'ai dit, et voilà, tout le monde s'y jettera, les grands Yofrois apprécieront nos différents programmes, nos différentes idées, et choisiront. C'est ça le jeu de la démocratie. Que pensez-vous de son bilan, Khalifa Sall, à la mairie de Dakar? On ne va pas commencer la campagne avant l'heure. Hein, vous êtes déjà candidate alors? On aura le temps d'en discuter, mais non, puisque j'ai mes camarades, hein, vous savez, il y a quand même une procédure. On ne s'autodéclare pas candidat, on discute, on est dans le cadre d'une coalition, etc. C'est de longs processus qui mènent à des candidatures. Ça n'est pas aussi spontané qu'on le pense.
Mame Mbaye Niang, le nom évoque quelque chose pour vous. On Oui, dit bien que sûr, c'est mon Madame camarade le de Premier parti. ministre a pris des mesures de représailles à son encontre, Mais non. voilà, en supprimant ses indemnités parce qu'il vous aurait critiqué. Mais non, non. Je l'ai appris dans la presse d'ailleurs. Je crois que ça se passe ailleurs qu'à la primature. À la primature, on a quand même beaucoup de choses à faire. Absolument pas. Je l'ai appris dans la presse. J'ai demandé d'ailleurs de quoi il s'agissait. Je crois que c'est un peu dans Ces indemnités comme l'alignement. président de conseil de surveillance de l'autorité de l'aéroport du Sénégal. Non, 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 Hein. et on ne peut pas lui enlever ses indemnités. Non, absolument pas. Ça ne correspond pas, d'abord pas à ma vision des choses. Un avantage acquis, un avantage acquis. Et ça ne se gère pas au bureau de la primature. Hein. Ce que gagnent les gens, ce qu'on leur retire, c'est au niveau de la solde. Hein. Non, absolument pas. Je pense pas que. Là, encore une fois, je pense qu'il faudrait que justement on vérifie les informations avant d'écrire, hein, parce que ça me permet un peu de parler de la presse et certainement du code de la presse. Qui attend de vous Euh, justement le vote du Justement, code de la presse? mais je pense qu'il faut y arriver, Monsieur Khan. La presse a joué un rôle extrêmement important dans ce pays en termes de consolidation de la démocratie, d'éveil des consciences, et je pense qu'il faut que cette qualité-là soit conservée. Or, on assiste quand même à des dérives qui pourraient être une menace. Vous savez, un pays comme le Rwanda, le massacre généralisé s'est fait à travers un médium qui s'appelait la radio des mille collines. Que Dieu nous en préserve, mais je pense qu'il faut qu'on revienne à plus d'orthodoxie et que la presse retrouve justement ses lettres de noblesse. Et cela commence par vérifier les informations, par éviter justement la diffusion de fausses nouvelles et autres. Mais ça, je suis sûr que la corporation y réfléchit. Et le code de la presse pourrait être justement un outil qui permettrait justement d'améliorer la qualité de la presse que l'on lit tous les jours, parce que les citoyens s'informent et l'information, c'est une denrée extrêmement stratégique. Il est important qu'elle soit de qualité. Ce code de la presse, c'est comme si l'Assemblée et l'exécutif se renvoyaient la balle. Ça fait 2 ans qu'on en parle, il n'est toujours pas voté. Il faut bien avancer. Il faut avancer, mais vous savez, c'est parce que le législatif a aussi une peur qui s'explique un peu par les situations que nous vivons. Lorsque, bon, les faits délictuels de calomnie, de diffusion de fausses nouvelles, d'atteinte à l'honneur se produisent régulièrement et qu'on leur parle de Déprisonnalisation. déprisonnalisation, ils s'inquiètent. Donc il va falloir davantage expliquer qu'il y a d'autres formes de sanctions. Mais sur cette question, le Parlement a de fortes réserves. L'ancien Parlement avait également de fortes réserves. Et n'oublions pas qu'ils sont les représentants du peuple sénégalais. Certainement, les Sénégalais pensent ainsi. Donc cette réflexion doit se poursuivre. Mais en tout état de cause, il faut que ce rôle important que la presse a joué continue à se faire. Et comme je disais, les professionnels de la presse ont eux-mêmes tout à fait intérêt à ce que leur métier demeure un métier valorisé et qu'il contribue efficacement au renforcement de notre démocratie. Croyez-moi, c'est la toute dernière question, Madame le Premier ministre. Quand on parle de vous, on parle d'une femme très ambitieuse. Entre la primature et la présidente de la République, il y a juste une rue, une avenue. Est-ce que vous avez une ambition présidentielle? Ah, quelle question. Alors, vous savez, euh, lorsque vous travaillez avec un candidat, euh, j'étais aux Nations Unies où j'ai décidé d'accompagner le président de la République après mûre réflexion, parce que j'estimais qu'il était à ce moment-là, pour utiliser un terme assez banal, il était l'homme de la situation. Il correspondait, à mon avis, à l'homme qui avait les ambitions, les qualités pour faire avancer notre pays. Et je l'ai rejoint dans son combat. Nous en sommes à sa 2e année. Et j'estime aujourd'hui qu'il devra avoir 2 mandats pour accomplir cette mission. Alors, il faudrait être d'intelligence tout à fait petite, enfin, je pense que c'est une intelligence moyenne, pour s'inscrire dans un autre schéma, autre que celui de l'accompagner pour qu'il soit réélu et que son ambition se matérialise. C'est ça, moi, mon ambition. Et il est évident qu'il ne peut pas y avoir d'autres schémas. Ça ne correspondrait à aucune forme de raison.
Même si certains font allusion à votre passé trotskiste. Qu'est-ce qu'ils font, les trotskistes d'ailleurs? Parce que beaucoup en parlent comme... on leur fait beaucoup de procès de sorcellerie. J'ai milité dans beaucoup d'organisations. Le trotskisme, c'était une vision à l'époque justement d'une révolution en continu au niveau mondial pour émanciper l'ensemble du peuple. Ça n'a rien à voir avec des ambitions particulières. Vous savez, on utilise des mots souvent sans comprendre ce que c'est et surtout on fait des procès en sorcellerie. D'ailleurs, parfois, on a d'autres idées derrière la tête, mais je vous le dis le plus simplement et naturellement du monde. Mon ambition, c'est que le président de la République réussisse, parce que d'abord, c'est un défi d'une génération. Sa génération, ma génération, notre génération arrive aux affaires. Entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Wade, il y a peut-être 50 ans de différence. Alors, je pense que nous avons vraiment cette génération qui arrive aux affaires à travers le président de la République, a de grandes ambitions et elles sont tout à fait réalisables. Et je souhaiterais l'accompagner dans ce sens-là. À travers Sénégal émergent, qui est un document qui plein d'ambition, c'est ce qui le caractérise. Donc voilà, tout le reste n'est que supputation, alimentation, voilà, de fausses rumeurs et de d'ailleurs, il faudrait qu'on parle moins et qu'on se concentre un peu plus sur l'essentiel. Parce que l'essentiel pour les Sénégalais, c'est est-ce qu'ils vont trouver du travail, est-ce qu'ils vont vivre mieux, est-ce qu'ils auront un toit sous leur tête, est-ce qu'ils pourront se nourrir, manger à leur faim, accéder à de l'eau potable. Ça, ce sont des questions qui véritablement méritent un débat national. Merci, Madame le Premier ministre Aminata Touré, d'être venue à l'émission Le Grand Jury. La dernière fois, avant celle-là, vous étiez ministre de la Justice. Merci encore. Merci, l'émission Le Grand Jury, présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Abdoulaye Diop et l'équipe de TFM aussi ici présente qui aura le plaisir aussi de diffuser cette émission. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.